dont il bénéficie à l'annonce. Toute parole malheureuse ou un peu maladroite peut avoir des conséquences dramatiques sur papa maman. Vous recevez des parents blessés, des parents en souffrance. Et la façon dont on leur parle, la façon dont on va non pas dire ce qui manque chez le bébé, mais de dire ce qui est, il a une bonne sensibilité au mouvement. Tiens, je voulais d'en parler. On mesure leur sensibilité au mouvement avec un damier, un damier grand comme ça, imprimé sur l'imprimante banale, qu'on bouge très lentement. Chez un bébé qui fixe pas, il regarde nulle part, carte d'acuité, il ne répond pas, il a les yeux qui lèvent. Vous trimballez ce truc très lentement, il tourne la tête. Bon, tu vois quelque chose? Oui, il voit le mouvement. On va commencer à voir le mouvement, c'est mieux que rien. Et vous revoyez ce bébé 2-3 mois plus tard, ah, ça y est, il commence à répondre aux cartes d'acuité. Dire chez ces enfants blessés, dire ce qui est présent, plutôt que de dire, ah ben il ne voit pas. C'est une parole qui ne jamais être. Et puis, bien sûr, savoir adresser à la structure pluridisciplinaire spécialisée. Alors, en CAMP, SAFEP, Estrosa IS, ils ont des noms différents selon chaque département, ce n'est pas forcément une structure administrative. C'est l'espoir que nous avons pour que du personnel pluridisciplinaire prenne en charge cet enfant. Le premier qui intervient, c'est le psychomote, c'est le psychomotricien, qui va apprendre son corps à cet enfant qui n'a pas de corps, il ne voit rien, il a des handicaps divers, etc. Alors, il n'y a pas d'ordre là-dedans précis. Le deuxième, c'est le psycho, qui va empêcher les parents de s'écrouler. Ensuite, alors, selon chaque cas, les interventions diverses, les kinés et compagnie. La prise en charge très précoce évite le surhandicap. Le gamin affirmateur cérébral qui est myope, comment je pouvais savoir qu'il était myope? Eh bien, en l'examinant. Et une paire de lunettes va lui changer la vie. L'aide psy, se méfier qu'un déficit peut en cacher un autre. Cet enfant est malentendant. Bon, il est pris en charge par les ORL. Cet enfant est malentendant, vérifie s'il y voit bien. Parce que si par hasard, il est bien hypermétrope, etc., il va payer très cher. Le pédiatre ou généraliste reste le chef d'orchestre de la prise en charge. La crèche, l'école sont devenus un droit avec la loi 2502, dite de compensation du handicap. L'école est un droit aujourd'hui en France, depuis 2005. Il faut y penser, c'est un facteur d'inclusion sociale. Un petit mot sur l'équipement optique, puisque vous êtes invité par Tropic et l'opticien mutualiste. Alors, un tout petit mot, parce que on voit encore un peu de tout. Un jour, j'ai vu ça dans une revue d'optique. Inutile de vous dire qu'ils m'ont entendu. Alors ils m'ont dit, ah ben oui, mais on a trouvé ça très drôle. Alors j'ai fait un net pour dire, moi je trouve pas ça drôle du tout. Et je ne vois pas au nom de quoi on se moque de ce gamin avec une lunette infâme. Voilà. Un jour en Hongrie, là, je tombe sur cette image d'une princesse, elle a du fric pourtant. Avec tous les amants qu'elle se paye. Alors, et voilà, une paire de lunettes métal avec des plaquettes. C'est un bébé qui louche. Alors je ne sais pas si la faute c'est la princesse ou l'opticien, mais quand je vois ça, je suis horrifié. Voilà. Alors il existe de bonnes lunettes. Alors, je crois qu'il y en a pas mal aussi. Bon, il y a de bonnes lunettes. Une lunette d'enfant, de bébé, ça doit monter au sourcil. Ça doit avoir un nez qui ne fait pas de trou dans le nez, c'est-à-dire un nez idéalement avec un silicone qui empêche de blesser, qui empêche de glisser. Les petites plaquettes là, s'il prend un coup de ballon, ça rentre dans le nez, le gosse il aime. Après, c'est ici où on va arriver des gosses de temps en temps avec les points de suture.
La lunette est en plastique, elle ne se déforme pas, elle peut casser, on va la faire réparer, elle ne se déforme pas. La lunette métal est pratiquement toujours tordue dans le petit âge. En voilà une autre qui montre le coussin nasal en silicone. En voilà une autre d'une autre marque. C'est un enfant en optométriste, alors je ne sais pas s'il faut dire, sinon je vais te faire crever les yeux. Voilà, bien, bon, elle est pas mal, en plastique, il n'y a pas de charnière, enfin, c'est des charnières en plastique. Voilà. Alors, ah ben tiens, c'est de droite. Bon, alors, il m'est arrivé de voir des lunettes métal pas trop mal, qui m'ont eu l'air assez bien avec des branches là. Un petit peu large, donc pas trop traumatisant. Bon. Oui. Ça, c'est pour insister sur le bénéfice. C'est un enfant qui a un retard mental important, que sa paire de lunettes a transformé. Évidemment, il n'y voyait rien. Alors, il n'a déjà pas beaucoup de cervelle pour faire face au monde. Une paire de lunettes a changé la vie à ce gamin que j'ai suivi pendant des années. N'oubliez pas, les opticiens, les médecins, les ophtalmos, la lunette indestructible. Comme au baby. Alors vous allez me dire, ouais, elle n'est pas très chouette. Quand vous avez un gamin qui consomme une paire de lunettes par jour, c'est plus un remboursement d'une fois tous les 3 mois. Il nous est arrivé de chercher du Como Baby, qui en plus coûte rien. Alors d'accord, les opticiens disent oui, mais techniquement elle n'est pas bonne. Est-ce que tu préfères avoir rien ou une lunette pas très bonne, hein? Parce qu'elle ne tient pas très bien comme ça. Hein? Elle est, bon, mais c'est mieux. Bon, on a des enfants avec de sérieux troubles, hein, différentes pathologies. Il vaut mieux avoir une paire de lunettes médiocre que rien du tout. Il faut y penser. J'ai pratiquement fini, voilà, c'est ma dernière image, pour vous dire attention, les yeux, ça voit, et ce que vous voyez, c'est le cerveau qui le comprend. Et vous arrivez à lire cette phrase. Vous avez probablement fait. Même vous arrivez à lire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pour souligner avec cette image qu'on apprend. Ce que nous voyons, c'est ce qu'on a appris. Et donc la condition, c'est qu'on ait une qualité d'image suffisante sur la lecture. Et une stimulation, une expérience visuelle, intellectuelle suffisante. Alors je m'arrête là. Bien sûr, je suis ouvert aux questions. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous, votre... Non, c'est vous, c'est non? Ou c'est pas... Ah oui, alors, j'ai rien dit sur les lentilles, parce que Madame Berthemy est spécialiste de la lentille PV. Ça reste pas très commun, mais si tu veux dire un petit mot... Bon, le mieux, c'est peut-être de poser des questions. Vous n'avez pas parlé de la vision des couleurs. La vision des couleurs, oui, parce que c'est sans incidence clinique. Il est important, à 3 ans, de mesurer, à partir de 3 ans, 3 ans et demi, de vérifier que le gamin n'est pas daltonien. Il faut savoir que autour de 8% des enfants sont daltoniens. Des garçons, merci. Oui, oui. 0,5% des filles. Que dans ces 8 à 8,5%, il n'y en a que la moitié qui subit une gêne. Et donc, ça fait 4% des garçons qui, à l'école, risquent de se tromper surtout entre des teintes désaturées, hein, avec un surligneur. C'est du feutre bien rouge, bien vert, bien bleu, etc. Il y a moins de problèmes. Et de plus en plus, on voit dans les écoles utiliser toute une gamme de couleurs, hein, parce que la couleur ne coûte plus rien aujourd'hui. Hein, et ces gamins se trompent assez facilement. Il faut faire très attention qu'ils ne soient pas pris dès la petite école pour des opposants ou pour des benets.
On y venait à Grenoble, hein. C'est pas un beau français. Ah oui. Alors il faut faire attention que ces enfants ne soient pas stigmatisés alors qu'ils sont plus rien. Et les techniques pour les aider sont très simples, hein. On peut marquer des signes supplémentaires sur les crayons qui vont comprendre très très vite. Alors, il faut faire attention. Est-ce que les petits, avant de 3 mois, ils perçoivent les couleurs Alors, ou pas? le bébé perçoit toutes les teintes à l'âge de 3 mois. 3 mois. À 3 mois, le bébé voit les teintes. Entre 2 et 3 mois, l'affaire est très compliquée. Mais enfin bon. Hein, à 3 mois, il voit toutes les teintes, il ne voit pas les plus pastels. Hein, ça, c'est un travail que nous avons fait à Lyon avec Ken Knobloch, qui est un spécialiste, disons, des couleurs. Le stimulus est très très compliqué, parce qu'il faut dissocier la quantité de lumière et la teinte, et la couleur, c'est-à-dire le déplacement chromatique. C'est un cauchemar sur le plan technique. Hein. Enfin bon. On peut montrer qu'à 3 mois, le bébé voit toutes les teintes. Alors il ne verra pas les plus pastels, il ne saura pas dire si la chemise de monsieur est blanche ou pas légèrement bleue, ou si le légèrement bleu ne vient pas tout simplement de cet éclairement qui n'est pas blanc du tout, qui est un peu jaune. Bon. Alors des petites teintes comme ça, des teintes pâles, évidemment, il ne les verra pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne se sert pas des couleurs avant 5 à 7 mois. Il ne s'en sert pas. Alors vous dites, ah mais si, il préfère son ballon rouge. Sauf que son ballon rouge, il est 2 fois plus lumineux que le bleu. Ah. Alors comment vous allez égaliser pour lui le niveau de bleu et le niveau de rouge en isoluminance? Vous n'avez pas un spectrophotomètre qui vous coûte 60 000 €. Tu peux pas. Bon, ceci pour dire, faites attention, les outils pour mesurer la sensibilité aux couleurs sont des outils extrêmement précis. Nous avons échoué depuis 2 ans avec Tropic qui veut faire un test de vision des couleurs pour les tout petits, avec Françoise Ziedot, qui est la spécialiste des couleurs au Muséum d'histoire naturelle. Parce qu'on n'arrive pas à faire un test suffisamment précis. Voilà. Alors vous pouvez utiliser le Baby Dalton de chez Optique 2000. Bon, ça va vous sortir les gros trucs. Et puis sinon, il faut un Ishihara à partir de 4-5 ans. 4 ans Ishihara, ça marche. Bon, Ishihara. I-S-H-I. Même à l'école, j'ai vu, sauf qu'il y a un petit chemin. Alors, chez l'enfant, tout est un chemin, et puis il y en a avec un papillon, enfin avec des motifs, l'enfant. Alors, il y a le vieux débat sur la préférence du rouge. C'est dans la littérature que les bébés préfèrent le rouge. Et il y a des travaux. Oui. Vous croyez qu'ils regardent le rouge plus que le blanc? C'est une impression. Les gens qui l'ont mesuré, il y a des résultats un petit peu contradictoires. Bon, enfin, il y a un débat. Est-ce qu'effectivement, ils préfèrent le rouge? Ça reste des études sur la maturation des cônes. Des études sur la maturation des cônes. Oui, j'en ai dit un petit mot. Les cônes. Mais sur la maturation chromatique de la lambda, hein, l'utilisation de la lambda. De la longueur d'onde. Alors, ce qu'on sait, les cônes sont. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les 3 types de cônes, hein, qu'on appelait autrefois rouge, bleu, vert, qu'on appelle maintenant L, M et S, c'est-à-dire grande longueur d'onde, moyenne longueur d'onde et courte longueur d'onde, ces 3 types de cônes ne fonctionnent pas individuellement. Les cônes L et les cônes M sont connectés entre eux et fonctionnent de façon différentielle, comme une balance. Si l'un est excité, l'autre s'inhibe, l'autre est inhibé. De sorte qu'on n'a pas, on ne peut pas faire le développement, la maturation individuelle des cônes L, parce qu'elle est dépendante des cônes M. C'est pour ça que ça rend le truc un peu difficile. Pour ça dire qu'il y a 2 types de daltoniens. Il y a les protanopes qui ne distinguent pas le rouge et le vert, et les deutéranopes qui ne distinguent pas le vert et le rouge. Thomas d'Aquin avec le sexe
des anges. Non, non, c'est pas du tout pareil. Dans un cas, c'est le code L qui est déficitaire, dans l'autre, c'est le M. Au total, ça revient au même. Je ne distingue pas ni le vert ni le rouge du vert. Mais ce n'est pas le même code qui est déficitaire. Et les codes S fonctionnent sur le couple bleu-jaune, avec également un fonctionnement qui est différent de l'équilibre entre L et M, qui est assez spécifique. C'est un vrai cauchemar, ces trucs. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'à partir de 3 mois, l'enfant répond différentiellement à la couleur, sur des stimulus contrôlés en luminance, isolumineux, strictement, et sans mouvement. En pratique, donc l'erreur qu'on peut commettre le plus facilement, et d'autant plus que l'enfant est plus jeune, c'est d'attendre une réponse trop rapide, c'est d'aller un peu trop vite dans notre examen. Aller lent. Il faut être lent. À la naissance, si vous voulez, alors les choses étaient mesurées. À la naissance, une saccade oculaire prend 1 seconde. Mais attendez, une saccade, vous dites c'est un mouvement rapide. Oui, monsieur, c'est le plus rapide qu'il peut faire à la naissance. Hein. Largement 1 seconde, 1 seconde et demie même. Hein. Et puis ça va relativement vite. Vous faites une saccade en 165 millisecondes. Et c'est l'intérêt des cartes d'acuité, c'est qu'au moins jusqu'à 2 ans, le gamin qui représente la carte d'acuité, on regarde par le petit trou du milieu de ses yeux, hein, et il n'a pas encore répondu. On a le temps de le voir répondre. À partir de 2 ans et après, oh là là, il va tellement vite que ça devient plus difficile. Ça reste possible, mais plus difficile. Chez le bébé, il faut savoir être très lent, très patient. D'abord, il faut qu'il ouvre les yeux. Un nouveau-né, ça dort 21 heures par jour. Bon, les 2 heures qui restent, il y en a une qui passe à remplir ou vider. Il faut arriver au bon moment. Il faut être patient. Il faut être patient. Mais à partir de 2 mois, quand apparaît le sourire social, hein, qui remplace le rictus aux anges, quand apparaît le sourire social, à 2 mois, le bébé devient beaucoup plus réactif et facile à examiner. Mais quand même, il faut pas avoir son train à prendre. Est-ce qu'on peut souligner juste une autre chose à propos du champ visuel efficace et champ visuel comme vous le Champ visuel utile, oui. Parce que le champ visuel utile, efficace, comme on le constate dans la vie courante, même chez des enfants déjà bien plus grands, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas qu'on reparte avec l'idée qu'ils ont un champ visuel. Le champ visuel efficace, c'est le fruit d'un apprentissage. Et quand je disais ça un jour, c'était une réunion de mutualistes aussi. Il y a un gars qui s'est levé et qui m'a dit: monsieur, je suis colonel de la sécurité. Comment ça s'appelle? La sécurité, pas civile, s'occuper des problèmes de sécurité des enfants en ville. Il m'a dit: votre truc sur le champ visuel, je ne peux pas accepter, monsieur. J'ai l'expérience, je m'occupe de ça, à la préfecture, pourquoi? Les enfants n'ont pas un champ visuel complet avant 12-14 ans. Et je lui dis: vous confondez le champ visuel et le champ attentionnel. L'enfant qui voit maman sur le trottoir d'en face ne peut pas voir le camion qui arrive là. Et ça, c'est tout le produit d'un apprentissage. Et le jour où, dans les années 85, 88, je ne sais plus, quand on a mis une barrière devant les portes d'école pour obliger les gosses à faire le tour, c'est-à-dire à décharger leur émotion avant de trouver maman, on a divisé par 4 le nombre de morts entre l'école et la maison, en l'espace de 1 an. Bon, voilà. Le champ visuel, ça s'apprend à l'Office national de la sécurité routière, l'INRET, où j'ai travaillé. Il vous explique qu'une personne sur 2 n'a jamais appris à se servir de son rétroviseur extérieur en voiture. Un conducteur sur 2 ne se sert pas de son rétroviseur extérieur. C'est un truc qui s'apprend. On apprend à développer un empan visuel, une zone, où s'il se passe quelque chose, on a le regard attiré. Alors il y en a un ici, il y en a un là-haut. À droite, tu sais comment pour se garer. Ça s'apprend.
pas de technique directe pour apprendre ça. Pardon, oui. Tout à l'heure, vous avez montré un enfant qui avait une oscopie de fréquentement en disant que c'était très urgent. Mais il faut quand même bien savoir que l'exoscopie d'un angle très faible est tout aussi urgente, Oui, même si elle bien est sûr. moins visible. Bien sûr, mais il faut la voir. Bien sûr. Dès qu'il y a une ésotropie, il faut évidemment faire un fond d'œil. n'est pas lié à l'angle de déviation. Non, c'est pas lié à l'angle, mais bon, oui, c'est vrai. Je vais remplacer par un cas moins spectaculaire. Merci du commentaire. Moi, j'ai des questions pédiatres. À la naissance, la taille des pupilles, il y a une asymétrie de la taille, est-ce que c'est embêtant? L'asymétrie de la taille de la pupille, est-ce que c'est... Oui, alors c'est un symptôme qu'on voit de temps en temps, avec une grande pupille, une petite. Je n'ai jamais vu que ça ait de conséquences significatives, mais c'est impérativement à montrer à l'ophtalmologiste, pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose derrière. Et le fait qu'elle ne soit pas centrée, par exemple d'un côté elle est centrée dans l'iris, et de l'autre côté elle n'est pas centrée dans l'iris, est-ce que c'est embêtant? Donc il y a strabisme, donc c'est pas un strabisme. Donc, C'est pas la centrée. pupille n'est pas centrée. Ah, une pupille excentrée. Oui, un tout petit peu, hein. Alors ben, ça c'est Elle n'est pas centrale, quoi. impérativement à montrer à l'ophtalmo. C'est peut-être un colobome, c'est quoi, j'en sais rien. Non, il va y avoir des petites corrections. Ouais. Oui, voilà. Il faut les montrer. Enfin, il y a des sinon, moments mieux. qui se réservent par la De docteuse. toute façon, il vaut mieux les montrer, mais c'est quand même assez fréquent. oui, et sinon, par rapport à la stimulation, vous disiez les enfants qui ont des soucis neurologiques. Bon, là j'en ai un à 6 mois, on n'a pas pu lui répondre s'il voyait ou pas, le fond d'œil est normal. Qu'est-ce qu'il faut proposer à ses parents en termes de stimulation quand on est À 6 mois, ouais. oui, nous on propose toujours, si vous voulez, on ne veut pas que, quand les parents de cet enfant blessé, on ne veut pas que les parents sortent de chez nous sans avoir quelque chose à faire. On ne veut pas que les parents, ils en prennent plein la tronche, et ils sortent là, il m'a encore dit que, oui, bah, l'œil droit, je sais pas comment. On va toujours donner, dès qu'il y a une difficulté significative, un programme aux parents. On va leur donner un programme en 4 parties. On va leur dire d'abord, donnez votre visage. Vous allez vous mettre bugne à bugne. Les Lions, ils comprennent. Hein? Bugne à bugne. Oui, madame a pris peur. C'est la posture que j'ai avec ma femme ou mon amoureuse. C'est-à-dire, je me mets dans une situation émotionnelle. Hein? Je me mets volontairement avec le bébé dans un rapport, dans une posture émotionnelle. Hein? Dès que les yeux de mon bébé croisent les miens, je vais attraper, je vais le féliciter. Oui, regarde-moi, regarde, encore, regarde. Vous accrochez son regard. Viens me voir. Oui, je vais te raconter l'histoire du petit chat, etc. Hein? Vous allez développer cette communication qu'on a quand on est dans un rapport intime intense. Bon, c'est une façon, si vous voulez, de faire reprendre la communication avec cet enfant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir développer de fixation, d'utilisation de cet œil avec cet enfant? J'en sais rien. Mais je sais que si vous ne le faites pas, cet enfant sera vu de travers par ses parents. Et je sais que dans un nombre de cas tout à fait significatifs, on a des cas cliniques spectaculaires où ça marche au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Donc, donnez votre visage, c'est le principal. La deuxième, alors, on va toujours dire aux parents, vous vous mettez à contre-jour, faites attention à la photophobie. Il faut vraiment y penser. Hein. De sorte que si c'était là, ça c'est la fenêtre, le bébé il est là, et c'est moi qui suis éclairé. Mais lui, il n'est pas ébloui. Et je coupe ce qu'il y a là-haut. La deuxième chose qu'on va dire aux parents, dans l'ordre, c'est égal, vous allez acheter 1 mètre carré de tissu flashy au marché forain, là, et vous allez en mettre la moitié dans son lit, dans son berceau, et la moitié dans son tapis de jeu. Vous allez lui donner une balise visuelle. Est-ce que je fais ça pour faire plaisir plus à l'enfant ou aux parents? J'en sais rien. Mais, bon, hein, l'enfant va pouvoir apprendre son chez lui. Ah, là c'est chez moi. Avec un truc qui est extrêmement visible. Tout à l'heure, j'ai vu une grosse rayure blanche et noire.
Hein, avec un truc très, très prévisible. La troisième chose qu'on va dire, c'est de prendre une petite lampe, genre de petite lampe qu'il y a dans les porte-clés, là, pour les voitures, une petite diode, là, et dans la pénombre, essayez de faire suivre. Essayez de faire suivre. Regarde, mon chéri, regarde. Et vous félicitez l'enfant avec la voix, parce que, quelle que soit sa réponse, il va obtenir votre voix qui l'encourage. La voix est un processus vicariant qui va l'aider à se construire un espace extérieur. Et le quatrième truc, quand il y a une grande malvoyance ou une grande incapacité, on dit aux parents de changer les draps de dessus et de dessous alternativement. C'est-à-dire de garder un continuum olfactif. En plus du doudou. Et le doudou, il n'y en a qu'un. Il y en a un de rechange qu'on imprègne. Et on fait attention à ne pas noyer cet enfant sous les cadeaux. Là, on est un peu irrité par voir ces gamins qui ont des capacités réduites et qui ont 10 poupées. Il y en a point. Hein, il y en a point pour s'attacher, il y en a 10. Bon. Alors c'est un peu élucubré ça, je veux dire. Enfin voilà. Donc on dit aux parents, un jour vous changez le drap de dessous et le lendemain, un autre jour, vous changez le drap de dessus. Allez prouver que ces choses-là veulent dire quelque chose. J'ai aucun moyen. Mais, bon, j'allais dire ce du bon sens, et les parents sortent de là avec un programme qui va les aider mentalement à reconstruire une représentation mentale de cet enfant qui n'est pas le leur. Ça, c'est faire allusion à la notion de deuil. Les parents qui voient arriver cet enfant, leur enfant, il est mort. Ils attendaient un beau bébé, comme on voit sur la couverture de Parents Magazine, et il leur arrive ça. C'est dur à encaisser. Et là, les parents vont faire ce qu'on appelle le travail de deuil, et ils vont se faire dire par le médecin, on les yeux, vous savez, on a bien des soucis, et puis il y a le cœur, et puis il y a les reins, puis j'en sais rien. Bon. Ces parents sont détruits. La première phase de deuil, ça va être la sidération. C'est pas possible. Ça, c'est la dénégation. C'est qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, dit quand les gens étaient chrétiens. Bon. La deuxième phase, c'est la dénégation. Les parents vont se dire, oh, attends, ils s'exagèrent, Madame RTP m'a dit ça, mais il va aller voir Madame Machin ou l'autre, et puis il va aller chez Buffy à Paris. Ils vont faire le tour de France, on appelle ça. Où les gens vont voir X service en espérant que ce qu'a dit le gars de Marseille, c'est une erreur, qui s'est trompé. La troisième phase, c'est la dépression. La troisième phase, c'est la dépression. C'est celle où les mecs s'en vont. La quatrième, c'est le début de la reconstruction. Et, bon, alors chacune de ces phases peut être brève ou longue. Il y a des gens qui s'arrêtent à telle phase. Et la cinquième phase, c'est la résilience. La résilience. Vous connaissez ce concept, vous voyez, tout le monde a cette espèce de capacité extraordinaire. Il y a 2 ans, au congrès de Lyon, Portalier avait fait venir une dame qui a écrit un bouquin, donc on peut dire l'histoire, qui arrive avec un bébé, alors super bébé, son mari, etc. À 2 ans, le gamin fait une tumeur à l'hypophyse. On opère l'hypophyse, le nerf optique part avec, est coupé avec. Donc le bébé devient aveugle. La mère se bat pour l'aider, etc. Les camps, les machins, etc. Tout va bien. 2 ans plus tard, le gamin refait une poussée cancéreuse, une tumeur. Le père refuse qu'il soit opéré. La mère va le faire opérer. Le gamin est dans le coma pendant 3 semaines, etc. Enfin bon, l'histoire est épouvantable. Il s'en tire. Le père va se suicider à l'endroit où il se sent marié. Le gamin, il a été 6 fois dans le coma pendant des périodes prolongées. Il y a le jour, il s'est jeté par la fenêtre, il s'est cassé tout le bassin, etc. Enfin bon, l'horreur intégrale. Et je vois arriver, pour témoigner à ce congrès de Basse Vision, que j'étais chargé d'organiser, avec Serge Portalier, psychologue de déficience visuelle à Lyon, et il me dit, tiens, je te présente Madame Attal, etc.
Et je vois arriver une superbe femme blonde, rayonnante, qui me saute au corps, je suis tellement content de m'y inviter, etc. Elle a fait chialer toute la salle à raconter cette histoire. En plus, dans son bouquin, elle explique qu'elle était abusée sexuellement à l'école où elle était, et que son mari s'est fait violer par les curés où il était. Tu dis, mais attends, mais comment tu survis? T'as des gens qui ont une niaque extra. Bon, Vaut mieux pas les côtoyer, quoi. Les côtoyer. C'est la notion que Boris Cyrulnik a introduite en France il y a 20 ans, la notion de résilience. C'est le rôle de chacun qui est ici d'accompagner les parents dans cette démarche, quel que soit votre métier. Que vous soyez orthoptiste, opticien, j'en sais rien, médecin. Non. On a un devoir vis-à-vis de ces personnes en très grande souffrance psychique. Effectivement, comme si dans le modèle disons, vous disiez ça il y a une vingtaine d'années, que les parents s'habillent en noir et blanc, en carreau, oui, effectivement. Arlequin. Arlequin. De la même façon, oui, ça j'ai. De la même façon qu'on dit acheter un mètre carré de tissu, vous en mettez une moitié autour. Vous allez augmenter la visibilité. Merci, oui, parce que j'ai oublié de le dire. Hein? Vous avez une écharpe là sous la main qui est flashy, très visible. Que ce soit du damier, d'une bayadère, d'un berline, hein? Bon, un truc bien contrasté que vous mettez autour du cou quand vous occupez de votre gamin. Vous augmentez la probabilité qu'il vous voit. Encore une fois, prouver l'efficacité de ça, hein, avec un groupe contrôle, etc. C'est pas possible, mais bon. Merci de me rappeler. À l'examen néonatal, on est censé rechercher les lueurs pupillaires. Oui. C'est dur. Et je veux dire, moi j'arrive. Vous trouvez que c'est dur? Ouais, il faut tomber sur le bon angle et tout ça. Alors il y a un truc très simple à faire, c'est recycler un vieil appareil photo, un petit appareil photo. Vous prenez une photo, point. Après vous l'agrandissez, vous regardez où sont les lueurs pupillaires du flash par rapport à la pupille. Mais bon, en général, ça donne d'excellents résultats. Il faut quand même se méfier, il y a quelques microtropies, comme vous disiez, où on peut avoir des reflets pupillaires très très centrés et revoir l'enfant après avec un strabisme. Je parle pas des reflets pupillaires qui sont centrés, tout ça, ça va. Mais la lueur, comme on est censé voir c'est pareil avec le flash, il faut vous enlever l'anti-yeux rouge. Prendre les yeux rouges, oui. C'est les yeux rouges que vous supprimez quand vous avez pris les photos naturelles. Alors là, vous allez regarder. Oui, c'est la chercher. Je croyais que lueur pupillaire et reflet pupillaire, c'était pas la même chose. Non, la lueur pupillaire, non, effectivement, j'ai pensé au reflet pupillaire. Ouais, la lueur pupillaire, c'est pas pareil. Ouais, c'est un reflet rosé. Dans le carnet de santé, on doit cocher lueur pupillaire, mais moi je coche pas la case. Hein, on regarde les reflets, on regarde et je sais pas. Il faut que l'enfant soit en faible luminance pour qu'il ait les pupilles bien ouvertes. Bon. Et après, il faut qu'il ait les yeux bien ouverts. Je vais peut-être mettre dans l'obscur. Dans l'obscur. Avec un épaisseur, on peut passer à côté. Sinon, on fait aussi, on ne pas. On la voit quand même, la pupille. Même si on n'arrive pas à voir le reflet rouge, on arrive à voir. Est-ce qu'on peut passer à côté Ce serait mieux, vous savez, quand on avait discuté de cette introduction du mot de lueur pupillaire dans le carnet de santé, j'étais là, à la DGS, à la Direction Générale de la Santé, avec Pascal Bureau. C'est lui qui l'a poussé. Pascal Bureau est un ophtalmopédiatre Rothschild, un petit pédiatre. Et on a dit, oui, mais qui va faire ça? Le pédiatre, il passe là, il a 20 minutes, ou j'en sais rien, et il a une liste de trucs comme ça. On ne peut pas lui demander de tout faire. À l'époque, on s'était dit, il faudrait probablement initier les sages-femmes qui elles ont plus de temps et qui passent X fois devant ce petit bébé, mais ça paraît difficile. Vous êtes un ophtalmoscope? Voilà, c'est ça.
principal, c'est de regarder à travers l'appareil qui balance la lumière. Là, on les voit très bien. Genre skiascope, ophtalmoscope, otoscope. Voilà. Enfin, une fois que vous l'avez, parce que c'est quand même très rare. Il y a très peu de maladies qui peuvent donner des lueurs pupillaires blanches, donc puisqu'on disait à quoi ça sert. C'est donc les maladies vasculaires type côte ou inflammatoires, ou le rétinoblastome. Bon, quand même deux étiologies très rares. Des choses très rares. On voit la vie, on la verra. Je veux dire, si un vaccin, on verra quand même que c'est bon. Alors on le voit, mais c'est dommage, si j'avais su, c'est qu'on refera une réunion, parce que j'ai plein de photos où on voit des lueurs blanches ou des lueurs pas blanches, ou comment on fait chez le petit pour voir la lueur un petit peu rosée, etc. Mais bon, je pensais pas, mais oui. On revient demain. On voit, c'est bien, on arrive à comprendre la lueur pupillaire. Ce sera pour l'an prochain. Il faut aussi le pratiquer souvent, c'est le genre de geste qu'on apprend à faire, qu'on apprend à voir. C'est les leucocories. Enfin, quand tu vois une leucocorie, une cataracte, et que tu demandes d'avoir des photos à la naissance, tu t'aperçois que avec les numériques, oui, en général, ils ont tout une carte, ils sont Bon, je pense que le responsable. Remercier tout particulièrement. Bien évidemment, rappeler que la mutualité est résolument inscrite dans toutes les problématiques de prévention, d'accès et de sensibilisation au domaine de la santé, d'autant plus que cette année, donc, la mutualité française a décidé d'inscrire la thématique de la santé visuelle dans tout le plan qu'elle déploie maintenant depuis 3 ans, dans Priorité Santé Mutualiste, sur la sensibilisation et l'information à ses adhérents. Vous rappelez également que tout simplement le réseau des officiers mutualistes s'inscrit complètement dans cette démarche qui est portée par la mutualité française, et que même si nos points de vente sont également là pour proposer des produits de marque ou les dernières collections à la mode, notre volonté prioritaire avant tout est vraiment d'offrir une optique et une optique de qualité et qui prennent bien en compte les besoins visuels. Voilà. Tout ceci, bien évidemment, en partenariat et en pleine complémentarité avec le corps médical et tous les acteurs de santé qui interviennent sur ce domaine. Voilà, donc je tenais à vous dire combien on avait été heureux en tout cas de pouvoir vous offrir en partenariat avec la société Profil cette soirée. Et puis visiblement, à travers toutes les questions qui se sont manifestées, eh bien, on espère pouvoir vous apporter encore des compléments d'information, en tout cas qu'on puisse se retrouver au mois de l'année prochaine et peut-être avant. Voilà, donc merci à tous.